Nous retrouvons Cédric Bazin de Gessé pour une belle conférence sur accepter de mourir rend libre. Cédric, bonjour. Nous sommes très heureux de te retrouver, de te revoir après le beau témoignage d'hier qui a ému de nombreuses personnes. On a eu de très beaux retours. Et merci à nouveau d'être là avec nous. C'est à toi, Cédric. Très bien. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Toi, Nathalie, les amis autour de toi qui organisent et tous nos amis qui sont devant. C'est pour moi toujours un... Je suis vraiment très heureux à chaque fois que je peux euh, parler, témoigner et pour parler de belles choses et échanger avec les uns et les autres et j'espère qu'il y aura des questions à la fin de cette conférence. Et oui, comme tu as dit, c'est accepter de mourir pour être libre. Donc je ne sais pas si tout le monde était là hier, mais je vais juste résumer ce que j'ai dit hier. Alors, qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit que on peut monter sur le dos de la maladie, la sublimer, la transcender, si nous décidons librement, volontairement et consciemment d'un travail intérieur. Et ce travail intérieur, ça construit symboliquement une échelle pour monter sur le dos de la maladie. Le travail intérieur, c'est prendre soin du corps, du cœur et de nos pensées. Et puis quand ça s'est fait, nous avons les pieds bien sur terre, nous pouvons parler à la maladie sans peur et sans reproche. Et elle est tellement contente qu'elle vous dit regarde un peu plus en haut vers le ciel, le soleil, et relie-toi à lui parce qu'il y a beaucoup de liberté et d'amour que tu peux recevoir. Et voilà. Et avec ça, la vie est plus simple et plus libre. On est moins influençable. Donc c'est, j'ai résumé rapidement. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc, comme disait Nathalie, je m'appelle Cédric Bazin de GC. C'est un peu long, retenez CB2J. C'est plus rapide à retenir. J'ai 49 ans et je suis auteur, talker, conférencier, membre invité du comité d'éthique des hôpitaux de Mons en Belgique. Et donc, j'interviens pour parler de la maladie sur une thématique de la vie, comme la liberté là maintenant. Je suis également président d'une, pas de la République, c'est en avril ça, mais je ne me suis pas présenté. Je suis président de l'association Salumba. Salumba, c'est un mot africain qui veut dire à la fois apprenti et sage. Il combine les deux. Tu peux être un petit Salumba ou un grand Salumba. Et l'association Salumba, eh ben, son but, il est simple, c'est accompagner des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement, et on en a tous besoin. Voilà, et puis, ça, j'aime bien le rappeler souvent, c'est mon mantra préféré, c'est la maladie, on peut en faire une bonne adie. La maladie, on peut en faire une bonne adie, on peut faire de toute adversité une opportunité pour grandir, pour évoluer. Et je dirais même pour aller vers l'inconnu. Parce que vous comme moi, on a été conditionnés au connu, à la sécurité du connu.
Voilà les présentations. Et donc, j'ai décidé de vous parler d'un aspect de la vie dont je n'ai pas parlé hier volontairement. Et ce dont je vais vous parler ne rassemble pas des foules dans les stades de football. C'est la mort. C'est la mort. Alors, la mort, ça fait d'air dans les hôpitaux, c'est sûr. Ou dans les cimetières, c'est sûr. Ça fait partie de la vie. Et donc, je vais vous expliquer comment, au cours de la maladie, c'est elle qui m'a révélé beaucoup de choses en fait. Comment j'ai abordé peu à peu, ça s'est pas fait du jour au lendemain, la mort, et comment j'en ai fait une amie, et comment elle me permet de mieux vivre simplement la vie au quotidien. Voilà, donc la mort. La mort, c'est notre point commun à tous ici. Je pense que on va tous mourir un jour. C'est une évidence, c'est une certitude, c'est un fait. Et pour chacun, on a rencontré la mort, le parfum de la mort différemment. Voyez-vous, moi, la mort, je l'ai rencontrée d'abord dans les westerns de cow-boys et d'indiens que je regardais tous les mardis soirs. C'était la dernière séance d'Eddie Mitchell. Et il y avait des morts. Il y en a qui mouraient, mais c'était un peu la fiction. Et puis peu à peu, un peu plus réel. Mes grands-parents sont morts, des tantes sont morts. J'ai appris euh, que mon frère aîné, le premier enfant de ma mère, donc était mort à 2 ans, que je n'ai pas connu. Et puis, j'ai eu la chance, je dis bien c'est une chance, d'accompagner mon père dans la mort. Et donc, il est mort dans mes bras. C'était la première fois de ma vie que je côtoyais vraiment la mort de près. Et c'était, je me surprenais à être serein devant l'agonie de mon père. Je pense qu'il traversait apparemment des mondes, des montagnes russes. Et ça a duré une nuit. Et jusqu'à ce que son corps devienne très froid, que son dernier souffle euh, soit fait. Et là, j'ai compris qu'il était mort. Je suis sorti de sa chambre. J'ai dormi un peu, mais j'étais calme et serein. Et puis, il y a quelques jours, la poste est venue m'envoyer un recommandé. Et je dis au postier, mais, euh, mais qui m'envoie ça? Alors il regarde, il voit l'expéditeur. L'expéditeur, c'est la maladie 40 rue du Cervelet. À Strasbourg, ça me parle, parce que je suis atteint depuis 15 ans d'une tumeur au cerveau, au cervelet. Alors je suis joyeux. J'ouvre et qu'est-ce qui est marqué? Cédric, nous sommes heureux de vous annoncer que nous vous offrons quelques années de vie. Toute l'équipe s'en réjouit. Signé La Mort, bonne année toute l'équipe. Eh ben c'est super. Ok, je vais vivre encore quelques années. Et donc, je vous parle de cette mort plutôt joyeusement, je ne vais pas en faire un drame. Mais cette légèreté que j'ai à en parler, c'est 15 ans de formation, 15 ans d'amour intense avec la tumeur au cerveau, qui fait qu'à un moment donné, parce que j'ai accepté d'aller
à la rencontre de la mort que je me sens plus libre dans mon corps, dans mon cœur et dans mon esprit. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai parlé de, quelque part, de la mort physique. Je vous ai parlé de ça. Et dans cette ambiance de crise sanitaire, la mort est omniprésente et on nous le matraque tous les jours. Et un jour c'est le Covid, mais figurez-vous que le cancer dont je suis atteint, c'est des millions de personnes chaque année qui meurent. Bon, on va pas faire un concours de maladies, mais c'est pour dire que la mort est là, qu'on le veuille ou pas. Mais le problème n'est pas la mort. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à valoriser, il y a quelque chose à pratiquer. Non, le problème, c'est pas la mort. Loin de là. Le problème, c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort. C'est la peur qui nous empêche de rentrer en relation sage et sereine avec la mort. C'est la peur. La maladie, c'est la peur. C'est pas le cancer, c'est pas le Covid. Notre vraie maladie, c'est la peur. Cette peur qui nous paralyse de toutes parts, c'est un vrai virus pour nos cellules. Mais c'est pas un ennemi pour autant. Et si je continue, c'est la peur le problème. Mais nous avons peur de quoi? Nous avons peur de l'inconnu. Et c'est normal, parce que tous nous avons été conditionnés au connu. Donc nous avons maîtrisé, contrôlé, dominé, combattu pour le connu, avec toute la force et la colère que nous pouvons avoir. Donc l'inconnu, la mort, pensez-vous, ça fait peur. Et donc, qu'est-ce que fait l'être humain quand il a peur? Et je pense que ça va parler à un grand nombre d'entre vous. Et bien, il va mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, c'est l'attachement. Il va s'attacher de toutes parts à ce qu'il connaît pour surtout ne pas avoir affaire à la peur et donc la mort qui est derrière. Donc il va s'attacher. Vous me suivez? Et moi je fais ça. Je fais ça. Je suis un professionnel de l'attachement. Donc il va s'attacher déjà au corps. Vous voyez, comme je disais hier, matériellement, j'ai beaucoup d'addictions que je diminue peu à peu. Je parlais hier des éclairs au chocolat, des tiramisu. Il y a aussi les séries télé, les films d'action. À l'extérieur, je fais en sorte d'être addictif, de prendre constamment dans le connu pour me sécuriser. Et donc c'est un processus. C'est un processus qui fait mal quand même. Et puis aussi à l'intérieur du corps. Je vais le nourrir de, on peut dire, c'est ce que je fais. Moi maintenant. Mais j'ai eu toute une période où j'aimais bien les repas bien caloriques, bien riches en sucre, bien riches en douceur. Parce que l'inconnu m'était insupportable. Derrière, il y a toujours la peur. Et puis, on continue au niveau émotionnel.
Une personne parlait hier de dépendance affective. Eh ben oui, on va devenir un petit vampire. On va demander de l'attention aux uns et aux autres pour aller mieux, pour se sécuriser, pour ne plus avoir peur. Et c'est un mécanisme, je vous l'avoue, très tordu quand même, qui tord les relations les uns avec les autres. Quand vous êtes malade, vous avez d'autant plus besoin d'affection. Et puis à l'intérieur, l'être humain est un peu fou, il va s'attacher beaucoup aux émotions négatives, parce qu'il est plus facile d'être négatif qu'être positif, quelque part. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc il va s'attacher à la colère, à la peur, à la tristesse, à l'avidité, parce que il s'attache, il va apparemment mieux, la peur est loin, la mort, n'en parlons pas, donc la vie continue. Et puis, les pensées maintenant, on a fait le corps, le cœur et les pensées. Il va fabriquer des théories et il va les défendre. Et si tu n'es pas d'accord avec ma théorie, je vais te juger. Mais ça, c'est un besoin d'amour. Mais c'est de l'attachement. Et l'attachement à l'intérieur, à nos pensées, à nos schémas de pensée. En fait, je vous parle de tout ça parce que la maladie, elle décuple tout ce champ, qui est un peu un champ morbide, à vrai dire, parce que il y a beaucoup de souffrance. Et parce qu'il y a de la souffrance, vous n'arrivez pas à rentrer en relation avec vous, avec les autres, avec la vie, avec l'humanité. Vous êtes pas libre. Vous êtes emprisonné. Il n'y a pas de liberté. En fait, je vais vous dire, il n'y a pas de liberté que vous soyez malade ou pas. Il y a de la souffrance. Donc voilà un peu le panorama. C'est pas très réjouissant. Mais à un moment donné, et c'est comme vous savez, c'est comme dans les films américains, il y a toujours une envolée, une solution, il y a toujours quelque chose qui va vous bousculer. C'est, il y a ça souvent. Quand on est au pied du mur, on se dit, allez, on meurt dans le fossé, ou il y a quelque chose qui vient vous voir. Eh ben, quelque chose est venu me voir. Alors, c'est quoi? Bah, bon, tu peux pas rester dans un état de prison. Et il est important que tu rencontres la peur, que tu restes devant la peur pour rencontrer la mort. Parce que quand la peur a diminué, tu peux te positionner de manière respectueuse et droite devant la mort, tout simplement. Alors, quelle est cette solution? Cette solution, c'est un peu comme je disais hier, c'est un travail. C'est un travail qui est proposé, un travail libre, conscient et volontaire. C'est un travail qu'on décide, personne ne va le décider pour vous. C'est un travail qui vient d'une réflexion. Une des réflexions, c'est que j'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de subir. J'en ai marre d'être à côté de mes pompes. J'en ai marre d'être un vampire. J'ai envie de rentrer en relation avec les gens, les personnes. J'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'être libre. Comment je fais? Comment je fais? Eh bien, un seul mot. Détachement. Détachement.
c'est pas une théorie. En tout cas, c'est une belle théorie si on l'aime et si on la pratique. Sinon, ça reste là. Le détachement, je l'appelle le minimalisme. Le minimalisme. Quand j'ai compris ce qu'était le détachement, c'est-à-dire prendre du recul avec la souffrance, je me suis dit, ok, c'est bien gentil tout ça, mais il doit y avoir une pratique dans la vie au quotidien. S'il n'y a pas ça, ça ne me plaît pas et j'abandonne immédiatement la théorie. Donc, minimalisme, c'est le mot qui m'est venu. Et je me suis dit minimalisme, minimalisme. Alors j'ai fait un scanner, un IRM de toute ma vie. Et j'ai pris chaque aspect de ma personnalité et voir où j'étais attaché. Comme je vous ai dit, vous comme moi, l'être humain a un corps, un cœur et des pensées. On pourrait dire que ça se résume à ça. Alors le minimalisme au niveau du corps, quelle a été cette pratique? Cette pratique a été de ranger mon appartement. Ça a été de mettre à sa place chaque objet et de se libérer des objets inutiles auxquels j'étais attaché. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a nettoyé avec moi, mais elle a surtout fait beaucoup, elle a passé sa vie à la déchetterie, qui est un peu le cimetière des objets inutiles. Et donc ce minimalisme, c'est-à-dire chez soi, uniquement ce qui est utile, mais ce qui peut être beau aussi. Mais vous gardez le plus important, le plus essentiel. Et en faisant ce travail, vous commencez à vous détacher de la matière, tout en reconnaissant sa valeur. Et vous remarquez qu'en faisant ça, mais à l'intérieur, vous sentez une liberté, une sorte de liberté. Et ce travail, c'est au quotidien. C'est apprendre à mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre dans sa vie quand vous êtes quelqu'un qui est plutôt désordre, sans dire bordel, mais je le dis quand même, eh bien ça fait du bien. Et je pense que vous savez, quand vous rangez votre appartement, ça vous fait du bien, même s'il y a un effort à faire. Donc ça, c'est le minimalisme physique extérieur. Il y a un minimalisme physique intérieur. C'est quoi, selon vous? C'est la parole. Alors vous savez, la parole, on pense que c'est dans la tête, mais la parole, c'est un mouvement. Et le minimalisme parolier, c'est comme une bonne chanson. Si vous remarquez, les auteurs, ils sont minimalistes. Ils n'ont que 3 minutes pour dire leur vérité. Et c'est pour ça que les chansons me plaisent tant, parce qu'il y a un minimalisme de paroles. C'est une chanson. Mais dans notre vie, au quotidien, on peut faire attention aux paroles que nous prononçons et à remarquer ce qui est blabla et ce qui n'est pas blabla. Et voir l'impact du blabla dans notre corps physique et l'impact du non-blabla. Et c'est très intéressant à pratiquer. Donc ça, c'est le minimalisme du corps.
qui nous permet de prendre de la distance, de nous détacher. Minimalisme du cœur. C'est quoi le minimalisme du cœur? Il y a toujours deux aspects, l'intérieur et l'extérieur. Le minimalisme du cœur à l'extérieur, c'est c'est être sympathique, tout simplement avec votre entourage. Ça se résume à ça. C'est être sympa. C'est être bienveillant. C'est être dans le partage et la générosité. C'est simple, hein, mais c'est quand même dur à faire. Mais ce minimalisme, il n'est pas compliqué. C'est je résume mon rapport à l'autre en étant sympa. Quelquefois, je dérape. Et souvent, je dérape, mais je reviens à ce minimalisme sympa. Et puis, il y a un minimalisme intérieur. Alors là, je pense que nous tous, nous sommes complexes. Nous avons des émotions, positives et négatives. Eh bien, dans ma pratique, le minimalisme chaleureux, émotionnel, c'est quand j'arrive à gérer mes émotions négatives, à ne pas les suivre. Vous voyez, la peur, la tristesse, la colère, je les reconnais, je les vois comme trois personnes en moi. Je peux leur parler, leur dire, c'est pas le moment d'être là, mais je leur trouve une place en moi et le baromètre, c'est que vous êtes en paix. Et vous vous détachez, en fait, toujours. Il y a toujours ce mouvement. Vous vous détachez des émotions négatives. C'est une pratique. C'est une pratique. Et puis, vous avez le minimalisme des pensées. Eh bien, le minimalisme des pensées, c'est plutôt intérieur, les pensées. Si c'est extérieur, ça devient des paroles. Appelez-vous blabla, non blabla. Et donc, eh bien, les pensées, c'est... Il y a des pensées positives et négatives. Il y a des pensées qui vous renforcent. Il y a des pensées qui vous laminent. Il faut les reconnaître et décider de penser plus constructives. Et vous voyez, c'est un travail qui paraît laborieux, mais c'est assez passionnant parce que ce travail, c'est un travail qui nécessite de trouver en soi une intendance qui est comme invisible, c'est l'observateur. Et l'observateur, c'est un copain de la mort. C'est son copain. Et l'observateur, il observe le corps, les émotions, les pensées, il observe la souffrance, il observe la maladie, mais il ne prend pas part. Il n'est pas identifié, il n'est pas influencé. Et si on peut parler de liberté, le détachement amène de la liberté. Et c'est très important à comprendre, à aimer et à pratiquer. Et ce que je viens de vous décrire, c'est, pour ma part, c'est pratiquer la mort au quotidien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, eh ben, la peur, elle diminue. Elle diminue. Parce qu'il y a la force de l'observateur. Et cette observation vous permet aussi de voir tout ce qui vous empêche d'être quelqu'un de plutôt bienveillant. Qu'est-ce qui vous empêche de vous détendre, d'être plutôt dans le rangement, comme je disais, d'un appartement. Mais vous avez des petits diablotins en vous. Et même vous avez une maladie que j'appelle d'imousine, comme le cancer. Ces petits diablotins n'en ont rien à faire. Ils continueront à vous envahir, à vous emprisonner. Et c'est très important. Parce que à la fin de
plutôt dans le cours de ce travail, l'observation de soi, la connaissance de soi prend toute sa dimension. Toute sa dimension, parce que vous observez ce qui est sombre en vous comme ce qui est lumière. Tout simplement. Et puis, dans ce travail, peu à peu, il y a en vous une force qui vous permet de rester devant la peur de la mort. Et j'ai eu l'opportunité d'être devant. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais en plein confinement à l'hôpital, donc c'était il y a une dizaine d'années ou un peu moins, où cette peur a surgi. Mais je faisais ce travail que je vous ai expliqué. Et à ce moment-là, je suis resté devant, je ne me suis pas précipité sur un film ou un éclair au chocolat, non, je suis resté devant cette peur. Et en même temps, je suis resté présent. Je suis resté présent à l'impact que la peur faisait sur moi, sur mon corps. C'est-à-dire, je voyais toutes mes tensions, je voyais ce cœur rabougri par la peur, et je voyais la tête qui voulait partir ailleurs. Mais il y avait, s'il n'y avait pas avant, il y avait un observateur. Un observateur. Qui fait que j'ai commencé à m'habituer à cette peur. À la vivre réellement. Ne pas la subir, la vivre. Et puis quand on la vit, à un moment donné, la peur vous dit « Hé, j'ai une amie à te présenter. » Elle vous dit ça. Je dis « Ah oui? Oh bah, pourquoi pas, hein. » Elle me dit elle est venue te voir souvent, mais elle t'a pas embarqué parce que c'était pas le moment. Tu comprends? Je dis, ah bah oui, oui, c'est sympa. Et donc cette amie, c'est la mort. C'est la mort. Et devant elle, j'étais bien. J'étais pas apeuré. La peur était à côté, mais je n'y étais pas attaché. Parce que j'étais détaché, j'avais du respect pour la peur. Je pouvais voir la mort. Et puis, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Et elle est vraie cette anecdote, je ne l'invente pas. Donc c'était à la 5e opération. J'étais à l'hôpital, dans ma chambre, et la porte s'ouvre. Et je vois une vieille dame. Une vieille dame très gentille, apparemment comme ça. Et soudainement, derrière elle, vient une infirmière qui lui dit non, non, Marguerite, non, 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 c'est pas la bonne chambre. Il n'est pas mourant. Il n'est pas mourant. J'ai appris que Marguerite était ce qu'on appelle un accompagnateur de mourants. Et j'ai dit à Marguerite, sans savoir qui elle était, hein, j'ai dit, mais venez, venez, venez. Et asseyez-vous, on va parler. En plus, j'étais pas bien ce jour-là. J'étais pas en bonne humeur. Et donc Marguerite s'assoit. Et très gentille, elle devait, je sais pas, 70 ans. Elle me regarde, elle me dit, je suis désolé, l'infirmière m'a dit que vous n'étiez pas mort, vous n'étiez pas sur le point de mourir. Je lui dis, bah non, heureusement. Elle me dit plus rien. Mais je la vois regarder une plaquette de chocolat qui était sur ma table de nuit. Je lui dis, Marguerite, vous aimez le chocolat? Et
à la caisse, je dis, bah allez, on va se partager le chocolat. Alors on partage le chocolat. Mais je sens que il y a un lien avec elle qui se fait, et elle parle pas. Elle me dit, il est bon votre chocolat. Et, euh, et je lui dis, oui, oui, c'est un chocolat suisse. J'ai un ami suisse, il m'en apporte. Très bon, c'est le meilleur. Et elle me dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Alors là, je me suis dit déjà, elle était souriante, elle était rigolote, une petite dame. Et, euh, et puis émerge une idée, quand même, que j'avais en tête depuis quelques jours. J'ai dit, Marguerite, écoutez, vous allez prendre un crayon, une feuille blanche, et, et si moi je suis pas en état d'écrire, et j'ai pas envie de garder ça dans ma tête. Ah, Marguerite, toute joyeuse, prend le crayon, le papier, sa petite tablette, son petit chocolat à côté, je lui dis, vous vous servez quand vous voulez. Et puis je la regarde et je lui dis, bon, voilà ce que vous allez écrire. Vous allez écrire le scénario de mes funérailles. Vous allez écrire comment j'imagine quand je vais mourir. Et le jour de mon enterrement, comment j'aimerais que ce soit. Alors voilà, je lui dicte. Vous voyez, j'imagine une grande pièce d'enterrement avec déjà religieux et tout ça. Et puis après, il y a cet événement où tout le monde se rassemble. Oh, Cédric, était sympa. Oh, j'ai bien aimé, etc., etc. Et je lui dis, bah, voilà, vous allez écrire. Moi, je rêve qu'il y a un banquet, qu'il y a une grande salle où tout le monde se réunit. Et une salle avec une hauteur de plafond de 3 mètres. Parce que moi j'aime bien les grandes pièces. Vous savez, je suis un aristocrate et mes grands-parents avaient un château et quand j'étais petit, ils m'emmenaient dans le salon boire du thé et cette pièce était immense et j'adorais boiser, 3 mètres de haut. Alors je dis à Marguerite, voilà, une grande pièce comme ça. Et puis, allez, un écran plasma près de la cheminée médiévale, comme ça, je m'en fous. Et là, il y aura un technicien qui va faire passer des petites vidéos. Alors d'abord, ces petites vidéos, c'est des extraits de films. Alors, vous savez, moi je suis un amoureux des films avec Louis de Funès, avec Bourvil, Fernandel, euh, des films drôles, Charlie, Chaplin, voilà, des extraits comme ça. Des extraits où j'aime bien rire. C'est un peu ma seconde nature, j'aime bien rire. Et puis, aussi des extraits de matchs de tennis. J'adorais regarder le tennis. Je jouais beaucoup au tennis à une époque. Et puis ceux de la vieille école, c'est-à-dire peut-être que vous avez connu aussi l'époque de Yannick Noah, de Boris Becker, de Björn Borg, de McEnroe. C'était des personnages. Il y en a un, il bondissait sur la balle comme un kangourou. C'était génial. Eh ben, je dirais au technicien, bon, je serais mort, mais ce sera écrit. Euh, on passe des super matchs. En tout cas, des points gagnants, comme on dit, extraordinaires. Et puis, je le dirais aussi. Et puis après, on passe, on arrête. Et on écoute. Et on écoute de la musique. On écoute de la musique. Mais avant d'écouter la musique, on continue un peu à rigoler.
On écoute de Fernand Reynaud, on écoute de Bobby Lapointe, c'est un peu de la chanson, on écoute de Coluche, on écoute des personnes qui nous font rire parce que c'est tellement le rire, c'est tellement déstabilisant, c'est bousculant, et c'est des moments de présence super de rire. Et puis à la fin, c'est musical. C'est musical. Alors, c'est Bourvil qui chante, c'est magnifique. Bobby Lapointe qui chante, mais il y a aussi des. Moi, j'aime bien Goldman, des auteurs contemporains. J'aime bien Cohen. Voilà. Et puis, allez, faut pas les oublier. Nos anciens magnifiques, Jean-Sébastien Bach, Mozart. Voilà, c'est comme ça, je vais après. Et puis une amie russe, je pense à une amie russe, va chanter de belles stances, des musiques comme ça, qu'on appelle des musiques qui parlent de la vie, de la beauté, de la bonté. Et puis après, faut pas oublier ça après. On va bien manger. Des bons repas, biodynamiques, pas trop sucrés, avec du bon jus d'orange du terroir. Et ben voilà, c'est ça mes funérailles. Et puis après, tout le monde danse. Et puis après, tout le monde se salue. Geste barrière, attention, mais là, plus de geste barrière, on s'embrasse. Et on se dit, ah bah, espérons que d'autres feront pareil. Parce que la mort, c'est une joie. La mort, c'est une joie. Et que quand on fait la paix avec la mort, on est plus léger, on est plus libre. Voilà. Voilà, Nathalie, j'ai dit ce que j'avais à dire et merci beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas que euh, une conférence, un conférencier, pour moi, quand je parle, je revisite, j'approfondis tout ce que je dis, parce que tout ce qui est dit, c'est un travail, c'est une pratique, mais à l'arrivée, il n'y a pas à tortiller, il y a l'amour. La mort, l'amour, c'est pareil. Merci. Merci à toi, Cédric. Il faut rappeler que tu as écrit un livre. Tu peux nous parler de ton livre? Oui, il est là, il est là. Oui, la maladie au service de la vie. Oui, c'est un livre que vous pouvez trouver, vous tapez La maladie au service de la vie. Bon, les éditions, ça s'appelle les éditions du net. Et vous pouvez le commander. Et puis, vous pouvez, je me fais un peu de publicité. Vous pouvez aller sur mon site, cb2j.com, pour voir mon actualité. Et encore merci Nathalie de pouvoir faire ces conférences que je fais une fois par mois. Euh, vous verrez sur mon site, chaque mois, il y a une conférence comme celle-ci sur une thématique de la vie. Là, c'était la liberté. En février, ça sera sur la confiance. Vous voyez, et à partir de la maladie qui est finalement un prétexte. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être malade. Hein. Merci Cédric. On aura l'occasion de t'inviter, si tu es d'accord, pour d'autres événements et puis sur notre chaîne YouTube que nous avons créée et pour parler de différents thèmes. Merci. Ben, merci Cédric. Est-ce que tu veux juste rajouter peut-être, allez, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais euh, que ce dont je parle n'est pas mental. Je veux dire, accepter de mourir, c'est une pratique. Mais ça veut dire aussi accepter de vivre. Je me suis rendu compte à quel point j'étais automate dans ma vie et très peu conscient.
et un peu plus maintenant, néanmoins, il y a, comment dirais-je, la maladie m'a stoppé dans un élan de vie active pour me dire, attends, passe pas à côté de l'essentiel. Et j'ai compris que l'essentiel, c'est ma compréhension, ça se résume à un seul mot, pomme. C'est-à-dire pomme, c'est P-O-M, c'est l'importance d'être présent, de dire oui à la vie, mais oui à la mort, oui à l'inconnu, et dire merci pour tout ça parce que je me considère et je vous considère comme des Indiana Jones. Merci à toi, Cédric. Merci beaucoup. Tous les Indiana Jones te remercient aussi. Et nous avons hâte de te retrouver très, très bientôt. Déjà pour les conférences une fois par mois et pour un autre rendez-vous ensemble. Merci à toi, Cédric.